Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 28 janvier et à la une de cette édition, la directrice de l'ARS Mayotte fait le point après le passage en agence régionale de santé de plein exercice. Dominique Voynet compte bien rattraper les retards et prioriser certains secteurs. Pour ce faire, l'ancienne ministre peut s'appuyer sur son expérience et les oreilles attentives qu'elle possède dans les plus hautes instances de l'État. Des atouts de poids au regard des défis qu'il reste à relever dans les prochains mois. Au montage, Leslie Vumenet. Dominique Voynet est la première directrice de l'ARS Mayotte. L'agence régionale de santé de plein exercice est déjà au travail et peut compter sur l'expérience de l'ancienne ministre. Les politiques de santé de Mayotte ne sont plus décidées à La Réunion, donc elles le sont aujourd'hui en fonction du contexte sanitaire de Mayotte, des besoins des Mahorais, de l'état de santé réel de la population de Mayotte. Deuxième chose, quand je vais aux réunions des directeurs généraux des ARS à Paris, je défends les besoins et les positions de Mayotte. Ce n'est plus quelqu'un de La Réunion qui ne connaît pas bien le terrain qui défend les positions de Mayotte. J'ai un certain réseau. Quand je demande un rendez-vous à un directeur ou à une administration, quelle qu'elle soit, en général, on me le donne et ça me permet de défendre les dossiers mieux qu'ils n'ont jamais été défendus par le passé. La directrice de l'ARS frappe actuellement aux portes des plus hautes instances, notamment pour l'acquisition d'un avion sanitaire permettant d'effectuer des évasans sans passer par les vols commerciaux. Par ailleurs, 3 priorités ont été fixées lors des prochains mois, parmi lesquelles le domaine médico-social, le centre hospitalier et la prévention. Autre cheval de bataille, la coopération régionale. Il y a quelques mois, quand j'étais venue effectivement proposer qu'on renforce la coopération avec nos voisins comoriens pour fixer les populations aux Comores, les syndicats étaient méfiants en disant on va pas prendre l'argent des Mahorais pour donner aux Comoriens. Et moi je leur disais mais non, c'est pas l'argent des Mahorais. L'hôpital de Mayotte est financé par les impôts des Français et la politique de coopération elle est financée par le ministère des Affaires étrangères et donc par la politique de coopération et par les impôts des Français. Et donc on est dans la solidarité entre les départements et entre les territoires. Et donc vous savez que les présidents des Comores et de la France ont signé le 22 juillet un accord de coopération avec notamment des accords de réadmission des citoyens comoriens qui sont ici en situation irrégulière, mais aussi avec un important volet qui s'appelle Plan de développement France-Comores, qui traite de la formation professionnelle, de l'agriculture, de la santé et de l'éducation. Sur le volet santé, il y a 44 millions d'euros pour développer la qualité des soins et la sécurité des soins aux Comores. Chacun le sait, Dominique Voynet n'a pas signé pour un mandat à vie. D'ici 2 ou 3 ans, elle devrait quitter Mayotte. Une question se pose alors, à quoi devra ressembler l'ARS à l'heure de son départ ? D'abord, je voudrais qu'on ait rattrapé le retard pour ce qui concerne la prévention, l'éducation sanitaire, le médico-social, l'hospitalier. Je voudrais que le projet de nouveau site pour l'hôpital soit sur de bons rails. Il ne sera pas terminé, mais il sera sur de bons rails. Et je voudrais que l'ARS soit une administration robuste, pas une bureaucratie ou une technocratie lourde et inefficace, mais une administration efficace avec des cadres mahorais en situation de relever le défi. J'ai déjà dit à mes équipes, jamais je ne nommerai un Mahorais parce qu'il est Mahorais. Je le nommerai parce qu'il est aussi bon ou meilleur que les autres candidats qui se sont présentés. Mais du coup, j'ai identifié des jeunes pousses dans l'ARS qui sont parfaitement capables de relever ce genre de défi, qu'on va accompagner pour leur permettre de prendre des responsabilités. C'est très important pour Mayotte que la parole de Mayotte soit portée par des gens qui connaissent bien le département, ses forces, ses faiblesses, sa population, sa langue, sa culture. De nombreux défis restent donc à relever dans les prochaines années, et ce, bien au-delà du mandat de l'ancienne ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. Et santé toujours avec le nombre de cas de dengue qui continue d'augmenter sur le territoire. Les chiffres ont doublé en une semaine, ce qui a conduit les autorités à déclencher le niveau 3 du plan arbovirose. Ce dernier implique une mobilisation accrue des acteurs et notamment des collectivités. Par ailleurs, à partir de ce jour, toutes les semaines, une réunion sera organisée pour suivre l'évolution de l'épidémie. Le point dans ce sujet, signé Paul-Arthur Avit et Leslie Vumenet. L'heure n'est plus aux constatations, mais aux actions de riposte contre la dengue. En effet, depuis le début de l'année, le nombre de cas ne cesse de croître en raison de la prolifération des moustiques en cette saison des pluies.
Dans un premier temps, effectivement, une augmentation très importante des cas, un doublement des cas d'une semaine à l'autre. On était officiellement à 172 cas, on sera pratiquement à 200 pour la semaine 4. Donc effectivement, ça veut dire qu'on passe à un niveau 3 du plan, ça veut dire qu'on renforce nos moyens. Alors nos moyens de traitement, aussi bien dans les foyers où on observe de nombreux cas, l'apparition de nombreux cas de dengue, mais également dans les lieux où il nous faut intervenir auprès des cas isolés. Donc on a déjà été renforcé par une dizaine de personnes en provenance du RSMA. On compte encore se renforcer en moyens, en véhicules, en produits pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible auprès des cas qui nous sont signalés par les dispensaires et par les médecins. Le CHM, les services de l'État et les collectivités sont mobilisés, tout comme le RSMA. Selon le préfet, tout le monde est sur le pont et les pompiers devraient même se joindre à la mobilisation. L'ARS a recruté 10 personnels qui sortent du RSMA, qui ont été formés pour augmenter son potentiel de lutte anti-vectorielle. Voilà. Donc concrètement, ce sont des gens qui sont équipés, qui connaissent le bon geste et qui vont, dans les quartiers où la dengue est très présente, tuer les moustiques, tout simplement, avec le produit qui est autorisé pour cela. C'est ça la lutte antivectorielle, et c'est pour cela que les jeunes du RSMA ont été mobilisés. Et dès à présent, nous sommes d'accord avec l'ARS pour dire qu'il faut probablement mobiliser des forces supplémentaires, et les pompiers, en plein accord avec le conseil d'administration du SDIS, seront formés, équipés et coordonnés pour renforcer aussi cette lutte antivectorielle. De leur côté, les collectivités ont un rôle crucial à jouer. En effet, l'activation du niveau 3 du plan arbovirose suggère que les communes multiplient les actions de nettoyage et de sensibilisation. L'activation du niveau 3 du plan arbovirose suggère que les communes développent des actions beaucoup plus importantes, notamment de nettoyage, d'élimination des gîtes à moustiques que l'on retrouve sur le domaine public, également de sensibilisation, d'actions de sensibilisation auprès de la population pour leur indiquer comment éliminer les gîtes larvaires autour de chez eux et leur préciser la nécessité de se protéger contre les piqûres de moustiques. Les autorités souhaitent éviter une épidémie de masse à Mayotte. Pour ce faire, un comité de suivi va se réunir chaque semaine en présence de tous les acteurs concernés. Les politiques dans votre 19h. Le maire de Mamoudzou est candidat à sa propre réélection. Mohamed Majani compte bien réaliser un second mandat et s'appuie pour ce faire sur un bilan jugé très bon par son équipe de campagne. Car si nombreux sont ses adjoints à se présenter face à lui, il peut compter sur plusieurs fidèles, à l'instar de Sidi Nadjayeddine. Selon lui, tous ses alliés devenus adversaires ne trahissent pas le maire sortant, mais l'actuel premier adjoint, Bakar Ali Boto. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Et ici, la personne qui a perdu, c'est pas Majani. Oui. Majani est arrivé, on est arrivé sur 3 équipes. Oui. Il y a eu le MDM, il y a eu l'âme de Bakar Ali Boto et il y a eu le rassemblement de M. Mohamed Majani. Oui. Mais quand on regarde dans les faits, la personne qui a perdu dans cette affaire, c'est le premier adjoint, Bakar Ali Boto. Tous ses lieutenants sont tous candidats. Bakar Ali Boto, il est candidat, Henri Moudine est candidat, Ali Ibrahim est candidat, et d'autres personnes qui étaient avec M. Bakar Ali Boto sont avec M. Mamajani. Alors, le travail qui a été fait pour répondre aussi à votre question, c'est un travail collégial. Ouais. On a eu la chance d'avoir un patron, un manager qui a été efficace, parce que depuis tout le temps, on n'a jamais eu un maire qui avait réellement donné des délégations à ses adjoints. Ouais. Ici, M. Majani a fait le taf. Il a réussi à rassembler différentes des grosses têtes. Et parmi ces gens-là, on a su travailler autour d'un maire qui était à l'écoute de tous. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Lishan Hamada, coach professionnel, formateur et conférencier. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. On va parler de confiance en soi, mais avant ça, on aimerait vous connaître un peu plus. Quel est votre parcours professionnel justement ? Alors en fait, j'ai commencé par étudier la physique-chimie donc à la fac, et ensuite, je me suis rendu compte que voulant devenir professeur de physique-chimie, il manquait un petit peu d'éléments pour pouvoir transmettre les savoirs correctement. Donc j'ai mis ça un peu de côté. Et puis, j'ai fait mon propre cursus pour justement apprendre à transmettre, d'où des outils de développement personnel. Et à partir de là, je me suis dit que plutôt que de revenir à la physique-chimie, je suis resté à l'intérieur de tous ces outils et je suis devenu formateur
de tous ces outils. En fait. Alors justement, c'est quoi ces formations pour devenir coach, pour devenir formateur, pour justement faire passer des messages sur des thèmes importants comme la confiance en soi? Alors en fait, j'ai commencé par la PNL, donc programmation neurolinguistique, qui est un outil qui aide à mieux se comprendre, qui aide à atteindre ses objectifs, à mieux communiquer, à gérer son stress. Ensuite, j'ai travaillé sur des outils de typologie de personnalité et enfin une école de coaching. Et à partir de là, eh bien, j'ai pu commencer à faire mon travail en tant que formateur, conférencier et ensuite coach. Alors, vous donnez des conférences en métropole, également à Mayotte. C'est ça. Vous en avez donné une il y a 2 semaines. Justement sur le thème de la confiance en soi. Alors qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Parce que c'est vrai que souvent on a l'impression que la frontière avec l'égocentrisme, le narcissisme est très très proche. Qu'est-ce que ça signifie avoir confiance en soi? Alors pour moi, la confiance en soi, en fait, ce serait d'obtenir ce degré de conviction qu'on a toutes les capacités pour faire face aux sollicitations de l'environnement, tout en restant aligné avec soi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez que vous avez les connaissances, les compétences et les qualités pour répondre à tout ce que vous enverra votre environnement, eh bien à partir de là, vous êtes dans une position de confiance. Mais il y a quand même un travail personnel, il faut s'aimer. Et justement, cette frontière entre, j'évoquais, entre narcissisme et juste le fait de s'aimer, de ne pas se dévaloriser, Tout à fait. Elle est très faible. Oui. Comment on arrive justement à inculquer ça aux personnes? En fait, je pense que c'est surtout un travail sur les besoins. C'est-à-dire que j'étais à une conférence et à cette conférence, on nous a dit qu'on avait une vision erronée de l'égoïsme. En fait, l'intervenante, Kélis Bourbeau, disait que quand on répond à ses besoins avant de répondre aux besoins des autres, c'est de l'amour de soi. Mais quand on veut que les autres répondent à nos besoins avant de répondre aux leurs, ça c'est de l'égoïsme. Donc finalement, la frontière est là en fait. C'est la question des besoins. Je réponds à mes besoins et ensuite, je viens aider les autres. Alors c'est un sujet qui est important à Mayotte parce que c'est vrai que ce manque de confiance en soi, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant. On parlait des jeunes Mahorais justement de leurs compétences et souvent ils se voient refuser des postes importants par manque de confiance en eux, parce qu'ils se disent que non, moi je ne peux pas réussir, je ne peux pas atteindre ces postes-là. Comment on l'inculque ça? Vous avez eu ces cas-là de jeunes qui ont des compétences extraordinaires, qui ont des diplômes, mais qui manquent de confiance en eux, et c'est le frein qui les empêche d'atteindre les sommets. Tout à fait. C'est-à-dire que en fait, les cas que j'ai régulièrement, c'est pas forcément ce qu'on pourrait appeler directement de la confiance, mais plutôt de l'affirmation de soi. C'est-à-dire être vraiment connecté avec ce qui est important pour soi, pour que les autres puissent s'en rendre compte. Parce que au-delà du discours, de ce qui est verbalisé, il y a tout ce qui n'est pas verbalisé et tout ce qui est montré par le corps, on va dire le langage gestuel, tout ce qui est le langage non verbal et au-delà de ça même l'aura de la personne. Et c'est là qu'il y a un travail à faire justement sur ses besoins, sur ses valeurs, sur ses qualités, prendre conscience de ça pour du coup mieux s'affirmer. Comment on travaille sur l'aura justement, parce que c'est quelque chose qu'on a l'impression qui est plutôt inné. Il y a un vrai travail qui peut se faire sur l'aura. Sur ce qu'on dégage? Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est revenir sur un intervenant qui s'appelle Simon Sinek qui parle beaucoup de ça. C'est le why, c'est le pourquoi. Pourquoi je fais les choses? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me passionne? Ça revient à la notion d'ikigai pour les Japonais, ma raison d'être. Une fois que je suis connecté avec ça, ça y est, là ça fonctionne. Et comment ça se passe ces conférences? C'est-à-dire vous donnez des exercices à faire quand vous avez des personnes qui vous sollicitent, ils vous disent voilà, moi j'ai un vrai manque de confiance en moi, ça me freine dans la vie de tous les jours, dans mon travail. Vous leur donnez des exercices ou c'est plutôt un échange verbal? Comment ça se passe exactement? Alors il va y avoir les deux. Déjà, ça va être toujours de définir le contexte. À quel moment vous n'avez pas confiance en vous? Parce que j'imagine que quand vous rentrez dans votre lit la nuit avant d'aller dormir, ça doit bien se passer. Simplement, quel moment précisément vous avez besoin de retrouver cette confiance? Et ensuite, une fois qu'on a ces informations-là, là on passe aux exercices. Parce que finalement, en fait, savoir les choses et les appliquer sont deux choses différentes. Vous avez donné une conférence, ou en tout cas un débat du côté de la mairie de Mamoudzou avec justement les équipes municipales. Comment ça s'est passé? C'était des échanges animés. Comment ça s'est passé justement ces échanges et autour de quoi ont-ils tourné? En fait, il y avait beaucoup cette notion justement d'affirmation de soi, il y avait la notion de confiance. Alors on n'avait pas parlé vraiment d'amour de soi, mais plutôt d'attention à soi, et puis de ce qui part de soi peut être amené chez le collaborateur. Et là on a parlé aussi de la vision du collaborateur, c'est-à-dire comment je l'observe. Est-ce que c'est quelqu'un qui me semble difficile, compliqué, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plein de potentiel? Parce que suivant le regard que je porte sur la personne, eh bien les résultats peuvent être très différents.
justement, vous parlez de cette notion de regard, elle apparaît primordiale dans la confiance en soi, puisque finalement, la confiance en soi est aussi déterminée par le regard des autres. Parce que on parle aussi notamment du physique, on est dans une société où le physique est très très important, la manière de s'habiller, le regard des autres, il conditionne énormément la confiance en soi. Oui, en fait ça passe par ce qu'on appelle l'image de soi. C'est-à-dire finalement, en fait, je ne suis pas ce que je pense que je suis, je ne suis pas ce que je pense que les autres pensent de moi, finalement, je suis un mélange de tout ça. Et plus je travaille sur une image qui me correspond, plus cet alignement se fait sentir. Et à partir de là, je n'ai plus peur du jugement des autres parce que finalement, même si je suis jugé, la question qui va venir n'est pas qu'est-ce que j'ai fait, mais plutôt qu'est-ce qui vous dérange. Et à partir de là, je rends à l'autre ce qui lui appartient. Vous êtes sollicité par des entreprises mahoraises aujourd'hui, par des collectivités qui vous sollicitent. Vous avez eu des contacts justement avec des entreprises qui vous demandent de venir au sein de leur entreprise pour justement donner des conseils en matière de confiance en soi? Alors là, ça vient juste de démarrer. Donc j'ai donné ma première conférence donc à la MJC de Mgombani, donc c'était le 18, ensuite à Ouvaga le 26. Et là, du coup, je commence à nouer des contacts et j'ai bon espoir que dans les semaines et les mois à venir, je puisse être contacté pour travailler avec les personnels de Mayotte. C'est quand même un métier qui aujourd'hui est en plein essor. On a besoin de ça dans les sociétés, dans les entreprises, parce que la confiance en soi, c'est quelque chose de très important. On l'a rappelé, c'est quelque chose qui va se développer dans les prochaines années. C'est aussi pour ça que vous avez choisi cette voie-là. On imagine que c'est une passion, mais il y a aussi une véritable voie, un véritable marché qui s'ouvre. Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'en métropole, là où je travaille, il y a de plus en plus de sociétés qui nous sollicitent, des sociétés qui nous demandent de devenir un petit peu des professionnels transverses, où à un moment donné, on a besoin de formateurs, on a besoin de conférenciers, on a besoin de coachs. Et je pense qu'aussi à Mayotte, avec le développement qui est en train de se mettre en place, il y a tout intérêt à ce que des coachs, des formateurs, des conférenciers puissent venir pour permettre de transmettre ses compétences, ses savoir-faire, et puis aussi de temps en temps inspirer les gens, parce que ça fait toujours de bien d'avoir ces messages qui peuvent être très soutenants. L'éducation nationale aussi, ça peut être aussi oui. effectivement un acteur important par rapport à ça. On pense au lycée, lorsqu'il faut effectivement choisir sa voie. À l'université aussi, dans les formations supérieures. C'est aussi un partenaire possible? Oui, tout à fait. En fait, je travaille souvent avec des lycéens, des lycéennes, souvent juste avant les admissions post-bac, là où il faut s'orienter, etc. Et c'est là qu'on peut travailler sur ce système de valeurs pour savoir finalement qu'est-ce qui intéresse. Et puis avec des étudiants qui se posent des questions sur le marché du travail, le monde de l'emploi, etc. Donc ça aussi, ça fonctionne très très bien. Est-ce que justement c'est plus simple de se construire quand on est jeune, quand on est lycéen, que plus tard, lorsqu'on a 30, 40, 50 ans, de se construire, de reformater quelque part son image? On imagine que c'est plus compliqué. C'est mieux de prendre lorsqu'on est jeune? Alors l'idéal, effectivement, c'est de le prendre le plus tôt possible, parce que je dirais qu'en fait, en termes d'expérience, je vois ça comme un puzzle. Okay, c'est-à-dire que quand on est jeune, on a un peu moins de pièces, donc du coup, les mettre en place, ça prend un peu moins de temps. Quand on est plus âgé, j'ai des personnes qui ont la cinquantaine, la soixantaine, là, il y a beaucoup de pièces. Simplement, une fois qu'on arrive à toutes les mettre en place, le résultat peut être vraiment surprenant. Merci beaucoup, Lishan Hamada. Je rappelle que vous êtes coach professionnel, formateur et conférencier, et que justement vous évoquez cette notion de confiance en soi, dont on a tant besoin à Mayotte et dont les jeunes mahorais ont tant besoin. Merci beaucoup. Merci. Et bien sûr, on vous suivra, on continuera, on vous recevra à nouveau pour savoir si des partenariats se créent avec l'île aux Lagons. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment l'intersyndicale qui appelle de nouveau à la grève, ou encore les grévistes EDM qui mettent leurs menaces à exécution. Au montage, Leslie Vumenet. Selon l'intersyndicale de Mayotte consultée sur le projet de loi sur la réforme des retraites, le Conseil d'État pointe du doigt le choix du gouvernement de recourir à 29 ordonnances, ce qui masque dans l'immédiat les effets négatifs de la réforme et révèle la volonté du gouvernement de passer en force devant le Parlement sur un projet rejeté par 60% des Français. Le Conseil d'État annonce également que l'engagement à revaloriser les enseignants est condamné à disparaître du texte. L'intersyndicale réclame donc plus que jamais le retrait du projet de réforme pour ouvrir des négociations constructives afin d'améliorer le régime actuel pour tous les secteurs professionnels et toutes les générations. Les organisations syndicales mahoraises exigent toujours l'abandon du projet de retraite par points, la mise en place immédiate de la retraite complémentaire, le maintien de la bonification outre-mer en trimestre ou encore le maintien et l'application à toutes et tous de l'indemnité temporaire de retraite.
Un accident mortel de la circulation a eu lieu sur la commune de Tsararano hier vers 8h30. Un père de famille a sorti son véhicule du garage de la maison familiale sans doute comme chaque matin. Mais en tournant pour rejoindre la chaussée, il n'a malheureusement pas vu sa petite fille âgée de 2 ans. L'enfant est passé sous les roues du véhicule. Sur place, une policière municipale a prodigué les premiers soins en attendant l'intervention des sapeurs-pompiers puis celle du SAMU. Après 1 heure de massage cardiaque et plusieurs tentatives de réanimation restées vaines, le décès a malheureusement été constaté aux alentours de 9h30. Le corps a été remis aux parents sur décision du parquet de Mamoudzou. Aucune autopsie n'a donc été réclamée au regard des terribles circonstances du drame. La rédaction de Kwezi présente ses condoléances et apporte son soutien à la famille. Les grévistes de EDM ont décidé de mettre leurs menaces à exécution. En effet, la direction du groupe a communiqué sur les coupures aléatoires d'électricité liées au mouvement de grève. Depuis ce matin, plusieurs secteurs ont été touchés avec parfois d'importants problèmes sur les appareils électroniques. Selon EDM, suite au mouvement social au sein de l'entreprise, des coupures ponctuelles et aléatoires sont opérées sur les outils de production et de distribution d'électricité par les grévistes, postes de transformation, postes sources. L'entreprise ajoute, je cite, « Si vous êtes impacté par les coupures, nous vous prions de patienter. Les manœuvres de rétablissement, très délicates et parfois longues au vu des équipements touchés, se font manuellement au fur et à mesure afin de minimiser l'impact de ces coupures. » La direction d'EDM présente toutes ses excuses pour les désagréments occasionnés. Et on termine cette édition avec la première grande action de l'ADI en 2020. L'Association pour le droit à l'initiative économique organise la semaine prochaine une campagne de proximité. Objectif, rapprocher les entrepreneurs, libérer l'entrepreneuriat et lutter contre le gâchis des talents. Une campagne qui prévoit 5 événements dans 5 communes du nord au sud en passant par le centre. Le point dans ce sujet, signé Paul Arthur Avit. L'ADI organise plusieurs fois par an des événements sur Mayotte pour rapprocher les entrepreneurs et porteurs de projets. Elle les aide aussi à décrocher des financements pour créer leurs entreprises. C'est dans cette perspective que l'ADI organise sa campagne de proximité. La semaine prochaine, il y a la campagne de l'ADI. Il y a divers événements sur toute l'île, sur les 5 coins, on va dire, de l'île. Donc voilà, pour se rapprocher au mieux des porteurs de projets ou des personnes susceptibles qui connaissent pas forcément l'ADI, qui sont susceptibles de créer une activité économique sur l'île. Une semaine de mobilisation où les bénévoles et conseillers vont rencontrer ces porteurs de projets. Lundi, le rendez-vous est donné à Kawini au sein de leurs locaux. Mardi, à Dagony-la-Vigie en Petite Terre et mercredi à Aqua. Une campagne renouvelée chaque année par l'ADI. Il y a 3 temps de campagne en fait chaque année sur les mêmes périodes, c'est février, juin et octobre. Février, c'est vraiment pour cette année, c'est vraiment une campagne qui est dédiée à la proximité, c'est toujours aller au plus près de nos porteurs de projets pour les sensibiliser sur la création d'entreprises comme voie d'insertion professionnelle et pour leur dire que même si vous n'avez pas de diplôme, même si vous n'avez pas d'argent, même si vous n'avez pas de réseau, vous pouvez y arriver, qu'importe aussi votre âge. Donc surtout, nous sommes là pour vous aider et pour vous lancer à la création d'entreprises. Une campagne qui permettra de mettre en valeur les entrepreneurs locaux. Cette campagne continuera jeudi avec un forum sur la création d'entreprises à Chiconi et l'inauguration des nouveaux locaux de l'ADI vendredi à Chirongui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'association ADI Mayotte. Avant de clore cette édition, un dernier mot avec notre invité, Lishan Hamada. On va parler de votre livre parce que justement, on parlait là de création d'entreprise. Ça demande beaucoup de confiance en soi, de se lancer dans cette aventure que représente la création d'une entreprise, l'entrepreneuriat de manière générale. Et vous avez écrit un livre. Quelques mots sur ce livre justement. Oui, en fait, effectivement, pour se lancer en affaires, il faut de l'énergie, il faut de la confiance, il faut de la motivation. Donc ce livre, en fait, est là pour nous aider à agir au quotidien, pour avancer, pour créer de quoi atteindre nos objectifs et surtout avoir cette confiance, cette affirmation qui nous aide à réaliser nos projets, voire même nos rêves. Où peut-on se procurer justement cet ouvrage? Alors on peut se le procurer là jusqu'à samedi à Ouvaga, donc au magasin pour femmes. Donc vous le trouverez et je serai donc jeudi de 16h à 18h pour une séance de dédicace et d'échange pour les personnes intéressées. C'est noté, merci beaucoup encore d'avoir accepté notre invitation. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.